Nous voici de retour sur ce plateau d'échange pour évoquer les enjeux et les défis liés à l'agrobusiness au Togo. Alors, Monsieur Npo, vous nous parlez de la disponibilité des matières premières qui est un défi de taille au Togo. Véritablement, il faut que nous puissions aller à une production massive. Aujourd'hui, si on ne peut pas trouver au moins 100 hectares, 50 hectares emblavés pour pouvoir produire, avoir le stock suffisant, on ne peut pas aller à la transformation. La matière première va manquer. On serait dans l'obligation d'aller solliciter ça ailleurs. Vous allez voir dans certaines usines au Togo, on va te dire que nous sommes en rupture de production. Et ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, alors que ça doit tourner. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas les machines qui sont gâtées, ce n'est pas l'installation qui souffre, mais c'est la matière première pour pouvoir alimenter qui manque. Alors, ça veut dire que quelque part, il faut d'abord s'assurer que la production est là, en quantité, avant d'aller installer la machine. Je sais que ça doit marcher de pair. Je sais que la politique doit être à ce niveau. Mais je voudrais que nous qui sommes les acteurs, nous puissions revoir notre schéma, notre système d'attaque, en commençant comme l'État. C'est l'État à notre chapeau, pour que véritablement, les années à venir, qu'on ne soit pas toujours indépendant. Au passage, aujourd'hui, le maïs devient rare, le soja devient rare. C'est pas que ça devient rare, mais c'est parce que la production était très mince. Très maigre, très faible. Et finalement, ça va finir. Et pourquoi la production était faible selon vous? Oui, voilà. On n'a pas eu à accompagner les jeunes. Les gens n'ont pas compris non plus la politique ou l'intérêt à transformer ou à produire. On vous dira que les banques aujourd'hui, les banques accompagnent. Combien de banques sont prêtes à accompagner la production agricole? Véritablement pas. Vous allez... Moi, je suis un acteur de développement ou alors un consultant. Je suis toujours avec les entrepreneurs, les paysans, disons-le. C'est difficile à une coopérative agricole d'aller obtenir 100 millions tout à l'heure pour transformer. Alors, quand on parle de la production, ce n'est plus une production, en tout cas, aratoire. Ce n'est plus prendre la roue, prendre le coucou pour produire. Là, combien d'hectares on pourra finir? Nous avons fait le champ avec la roue, mais on n'a pas fini 1 hectare après 1 semaine. Donc la disponibilité des matières premières importe beaucoup. Les investissements financiers. Voilà, parce que pour produire, il faut mettre l'arsenal de l'accompagnement derrière. De l'argent, les machines, le tracteur. Justement, est-ce que les équipements sont disponibles pour cette transformation-là? Véritablement, pour le moment. La politique est là. C'est vrai qu'il y a la volonté au sommet de l'État, mais il va falloir que cette volonté soit accrue, qu'elle soit beaucoup plus agressive. C'est le mot plutôt, agressive, en ce sens que ceux qui veulent entreprendre, qu'on puisse les accompagner véritablement. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore les unités de montagne de matière ou de machines, de tracteurs. On est toujours dépendant. C'est vrai que c'est des coûts, beaucoup de coûts pour pouvoir acheter un tracteur 48 chevaux, 115 chevaux et tout ça là. Mais il faut qu'on mette les moyens nécessaires pour que ces machines nous soient acquises à coût très abordable. D'accord? Ou alors, qu'on mette les moyens pour monter des unités de transformation ou alors de fabrication des machines, des tapeuses, des tronçonneuses ou même les semeuses. Tout ce qu'il faut pour... Ailleurs, on ne parle plus de roue. En Italie, par exemple, en Israël, ce n'est plus la roue. Alors là, on peut se dire qu'avec un tracteur, on peut embraver 40 hectares, 50 hectares par jour. Donc on peut s'amuser en disant on va faire 100 hectares. Et ça nous permet d'avoir une production peut-être 50 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, 100 tonnes. Et là, alimenter la machine. Mais si la maman qui est au village, d'accord, elle doit prendre la coco pour aller le matin, revenir le soir, après avoir seulement coupé 0,25, 0,50, je pense que quelque part, nous aurons la bonne volonté, mais nous allons buter les réalités, la mauvaise gestion ou alors le manque de quantité productive pour pouvoir alimenter Monsieur Npo, des jeunes et des femmes entrepreneurs agricoles évoquent régulièrement l'accès à la terre et la sécurisation foncière pour leur exploitation. Comment résoudre cette équation? Oui, je pense que c'est vraiment important à ce que les États, ou alors l'État, pas les États, je suis au Togo, que l'État veille ou revoie cette page-là. Au village, c'est très difficile de pouvoir avoir accès à la terre. Parfois, même pas de double vente, triple vente, où certains me sont exclus. Peut-être les femmes, quelque part, je pense qu'ils sont en train de résoudre, où la femme n'a même pas accès à la terre. Il va falloir que l'État mette un système pour dire que si vous voulez entreprendre, l'État va vous accompagner à l'acquisition des terres, d'accord, qui vous permettront de pouvoir faire vos activités. Aujourd'hui,
même dans les Il villages. y a déjà une réforme foncière, mais est-ce que cette réforme-là... Il faut que cette réforme soit vivante. Il faut qu'elle soit appliquée. Il faut qu'elle se fasse voir partout. Parce que lorsque vous faites les réformes, lorsque nous faisons les réformes ici, à Lomé, ces réformes, surtout foncières, doivent être appliquées au village. Puisque Lomé n'a pas de terre. Mais ce n'est pas seulement ici. Il va falloir que si à Kara, si à Dapon, si à Bassa, si à Niamtougou, partout vous êtes, si vous voulez faire, vous allez vous adresser aux autorités compétentes qui ont été habilitées à résoudre les problèmes fonciers. Et là, ça vous permet d'avoir accès à votre terre et l'exploiter. Aussi, vous savez, parfois vous venez et vous commencez peut-être vous bailler un domaine, vous faites 1 an, quand le propriétaire voit que la production évolue très bien, il vient dire que non, que son enfant vient d'arriver des États-Unis de quelque part et qu'il veut retirer la zone et que malheureusement... Faites une rupture de contrat. Parfois, les contrats sont verbaux, ce n'est même pas signé. Le notaire ce n'est pas des contrats notariés et tout. Donc je pense qu'il faut qu'on aille à ce rythme où nous sommes nous-mêmes responsables. Il faut qu'on soit responsable. Chaque acteur doit jouer son rôle. Si vous cédez votre terre sur 5 ans, bail de 5 ans, il faut que ça soit approuvé par un notaire et que tout le monde respecte, en tout cas, les clauses. Ça permet à quelqu'un qui viendra mettre les moyens. Par exemple, les gens disent que si je baille un terrain, je mets les moyens, je mets ce qu'il faut, j'ai les moyens. Mais si la saison prochaine, on me dit non, que voilà, le vrai propriétaire est arrivé, je suis obligé de rompre le contrat. Il n'y a pas encore de retour sur investissement. Il n'y a pas encore de retour, et voilà. Donc, c'est très important. Et ou alors, l'État peut mettre un projet de 500 000 hectares offensifs, d'accord? Il faut que l'État lui-même, s'il doit en être, reprenne les terres. Ailleurs, c'est possible. Et il le redistribue aux exploitants à 5 ans. Il faut qu'il y ait aussi des réserves de l'État pour dire, nous allons prendre 1000 hectares. Il y a les apprendre, on va prendre 1000 hectares, 10 000 hectares pour pouvoir dire à ceux-là qui veulent entreprendre de venir là-bas. On coupe l'étagère et coupe les morceaux pour leur donner. Ça, c'est encore mieux. Mais si on laisse à la gestion de tout le monde, à la gestion de n'importe qui, nous aurons été un pays essentiellement agricole, mais la politique qui est en tout cas enclenchée, même au niveau de l'État, de transformer sur place le pays, de transformer sur place, on serait toujours en train de bégayer à la traîne. À la traîne. Parce que quelque part, les points qu'il faut ont été vraiment insuffisants. Alors, il y a une faiblesse de réseau de distribution électrique centralisé dans les zones agricoles et rurales au Togo. En quoi est-ce que l'accès la production énergétique pour l'agriculture peut-il être un frein à l'essor de l'agrobusiness? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, pour transformer, nous n'avons pas de la transformation. C'est de l'énergie. C'est les machines, n'est-ce pas? C'est le courant. Donc, si on l'énergie électrique. L'énergie électrique. Si même parfois à la capitale, on n'a pas l'énergie suffisamment, ça veut dire que ça va te poser problème. C'est la machine qui doit transformer, doit être 24 sur 24 en marche. Alors, si on ne peut pas avoir plus de vitesse que nous n'avons pas les cours d'eau, on a installé les centrales électriques, d'accord? On peut faire recours aux panneaux solaires. La Chine est en train de développer le modèle panneaux solaires et tout ça, là, les énergies renouvelables. On peut faire recours, comme quelqu'un l'a dit, lorsqu'on est en retard, ce n'est pas une honte. Mais si on dort dans ce retard, c'est là, véritablement. On peut être en retard par rapport à quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'on se réveille, on va vers lui. On peut aussi envoyer les Togolais, comme je le dis, en encourageant l'entrepreneur agricole, les Togolais vers la Chine. Ils vont se développer. Ils reviendront. Nous allons aussi monter des panneaux solaires purement togolais et pour faire alimenter nos industries. Aussi, il y a une autre politique. Par exemple, la politique, loin de faire la politique de quelqu'un, ou alors la Mao Tse-tung en Chine, et aller dire que voilà, si les États-Unis veulent venir s'installer en Chine, ils peuvent s'installer. Mais ils doivent faire le transfert de technologie là-bas. Ils doivent recruter les Chinois, leur apprendre le secret, et dans 5 ans, ils vont céder. En d'autres termes, les pays développés doivent venir ici, et ce sont les nationaux qui doivent apprendre. Mais pas venir pour exploiter partie. Mais venir avec les contrats clairs où vous viendrez, vous installer. Et c'est nous qui allons participer. Vous prenez nos nationaux, nos frères, comme les responsables à des niveaux décisionnels. Ça permet de rentrer pour voir comment ça se fait. Parce que nous visons à développer notre propre politique. Là, c'est aussi une chose. On ne doit pas forcément dire qu'on ira se faire, en tout cas là-bas, pour devenir
pour se vautrer dans leur politique. Mais étant donné que nous voulons construire notre propre maison, il faut seulement aller voir comment ça se fait. Et on revient avec le brick, on construit la maison. Nous, ça, il faut le souligner qu'aujourd'hui, l'énergie doit être, en tout cas, l'une des préoccupations majeures dans les décisions au niveau de l'État. Si nous voulons transformer. Et comment faire rimer agriculture et nouvelles technologies? Mais bien sûr, aujourd'hui, la technologie, c'est de pouvoir, vous savez, aujourd'hui, on peut même utiliser les technologies pour pouvoir développer l'agriculture. La production, prenons d'ailleurs la production. Les terres, pour faire l'analyse de sol. D'accord? On peut déjà quadrer, identifier, mettre le périmètre de votre zone avec aujourd'hui les applications. C'est des applications. C'est bon? Avec la machine, ça vous permet d'identifier où se trouve l'eau. D'accord? La nouvelle technologie vous permet de monter des systèmes d'irrigation, goutte à goutte, même automatisés, où la plante réclame la quantité d'eau dont elle a besoin lorsque la satisfaction, le système s'arrête. Ça, c'est la nouvelle technologie. Est-ce que ces solutions sont accessibles à tous les agriculteurs, quel que soit leur niveau d'alphabétisation? Celle-là, oui, bien sûr. Bon, ok. Lorsque, même si vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas allé à l'école et vous avez la volonté, l'État vous met à votre disposition un technicien. C'est bon? Et au soit dans vos formes, il y a la formation académique, il y a la formation basique. C'est bon? Vous êtes allé à l'ESA, ça, c'est la formation académique. Mais vous pouvez quand même apprendre le BA. Prenons l'exemple dans les BTP. D'accord? Il y a les architectes. On est d'accord? Il y a les techniciens en bâtiment. Mais il y a les maçons. Les maçons ne sont pas allés à l'IAMO. Ils ne sont pas allés dans une école d'ingénierie. Mais c'est des gens qui ont... Chaque acteur a sa place. Voilà, tout le monde doit avoir sa place. Et puis, on a l'immeuble. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas allé à l'école, il y a les techniciens qui ont fait ESA, qui ont fait un de Tové, qui sont venus, qui sont allés dans les centres de formation, qui peuvent être à un niveau. D'accord? Les autres acteurs qui ne sont pas allés à l'école ont les BABA pour être à un niveau. Donc, quand on fait ce maillage-là, chacun joue son rôle dans la chaîne de valeur. Et je pense qu'on peut arriver à nos rêves dont nous espérons. Alors, comment, dans un contexte de changement climatique, on peut avoir une bonne gestion de l'eau pour réussir l'agrobusiness? Oui, aujourd'hui, véritablement, il ne faut plus qu'on compte sur les nuages, la météo et tout ça là. Parce que voilà, on ne maîtrise plus l'avancée du désert, le changement climatique, la destruction au quotidien de la couche de zone ne nous donne plus, en tout cas, les confirmations ou alors des données fiables. Il faut, moi je le dis très souvent, que lorsque l'eau finit dans les nuages, il faut aller le chercher sous la terre. Dans les nappes phréatiques. Bien sûr, il y a les nappes, il faut aller voir la nappe, il faut mettre les moyens pour creuser. Il y a l'eau sous la terre, ça en abondance, intarissable. Et lorsque l'eau finit dans les nuages, je le répète, elle est sous l'eau. Et c'est seulement qu'il y ait cette politique, cet investissement, ce regard pour que nous puissions avoir des forages partout. D'ailleurs, il est dit que d'ici 20 ans, que l'agriculture togolaise ou africaine devrait être beaucoup plus orientée vers la production maraîchère. D'accord? Donc, plus on ne compte plus sur aujourd'hui, il pleut en janvier, parfois, en décembre, il pleut. Personne. Aujourd'hui, la météo va dire qu'il va pleuvoir aujourd'hui, mais c'est plutôt le lendemain, il pleuvra. Ailleurs, on fait la production, on dit que non, c'est en juin, normalement, que les techniciens nous ont dit qu'on doit semer le maïs en juin pour bien récolter. C'est plutôt en août ou septembre que la pluie qui devrait pleuvoir en juin tombe. Donc, ça veut dire que nous n'arrivons plus à calculer. Personne n'est plus en train de... À l'abri. Non, personne. Donc, il faut aller à la terre. Il faut aller sous la terre, même pas à la terre, sous la terre, pour mettre les forages et l'eau intarissable. Il faut encore combiner avec l'énergie pour que l'énergie puisse tirer l'eau, pomper l'eau. Et là, on va faire l'irrigation. Ailleurs, on peut irriguer sur... Il y a le système, le dispositif, on peut même irriguer en une heure, sur même moins d'une heure, 45 hectares, voire 100 hectares. Alors, si nous comptons encore sur la pluie, la dame pluie, nous serons déçus. D'accord? La production, bien évidemment, on ne peut pas parler de la production sans maîtrise d'eau. Monsieur Npo, l'autre défi de grande portée à relever, c'est la consommation locale des produits. Pourquoi les productions locales deviennent parfois plus chères que celles importées? Oui, et ça s'explique par plusieurs niveaux. D'accord? Ce qui est que, d'abord, on repart sur la production. La production est faible. Pour acheter la matière première, oui. Quelqu'un qui fait de la farine, du maïs, on est d'accord? Il fait l'emballage, il doit acheter peut-être le bol à 1000 francs. C'est un exemple, le kilo à 200, 300.
Parce qu'il va revenir, quand il va faire le cours de la transformation, tout ce qu'il va mettre dedans, il est obligé de vendre très cher. Mais si ailleurs, dans un pays où le maïs devait être à 150, le bol, ou 200, parce que la production, ça joue sur la production de toutes les façons. Plus il y en a, plus le prix chute. Ça, c'est la demande. Mais si on n'a pas ça, on est obligé de vendre des choses chères. Les machines, même pour pouvoir transformer, on n'a pas de l'argent, on est obligé d'aller louer une machine quelque part pour. Et c'est très cher. Quand on arrive à sortir un produit, on veut en même temps rentabiliser. Quelle solution vous avez par rapport à cette consommation locale qu'on devra renforcer? La production d'abord soit accrue. Vous êtes d'accord? Il faut aussi qu'on encourage l'authenticité. Très souvent, même les autorités, d'accord, nous les responsables des autorités, on pense que ce qui vient d'ailleurs est immaculé. Et ce qui est fait au Togo, non, c'est toujours à l'étape. Alors que les gens, on ne naît pas avec les dents. On en grandissant qu'on pousse les dents. Donc c'est lorsqu'on va commencer à encourager, c'est lorsque nous, à nos conférences, à des endroits où on se retrouve, la famille en famille et tout cela, on dit il faut qu'on consomme togolais, que vous allez voir que ça va commencer dans les mœurs. Ce qui est déjà fait avec le mois d'octobre, le mois du consommé local. Oui, bien sûr, voilà, ça se fait, je suis d'accord. Mais il va falloir que ça se fasse. Moi, je l'ai dit entre-temps que le mois d'octobre doit être mois d'octobre dans décembre, mois d'octobre dans janvier. Chaque mois doit être pour nous un mois d'octobre. Donc, toute l'année, il faut promouvoir la consommation locale. Parce que dans nos bars, on joue, d'accord? Dans les soirées, on joue. Je ne suis pas en train de détruire le marché de quelqu'un. Parce que nous avons les produits togolais qui sont là-bas encouragés. D'accord? Je voudrais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, d'accord, le jour où ils sont en plénière, que Madame la Présidente dise que tous les députés aujourd'hui doivent consommer togolais. Si quelqu'un ne veut pas le faire, il est sanctionné. Le message est passé. Alors, monsieur, pour la crise du Covid-19 a mis à nu de manière crue les faiblesses du système agroalimentaire africain. Quelles sont les plus importantes que vous avez identifiées au Togo? Ce qui a été véritablement... L'impact que la crise a eu sur le circuit agroalimentaire. Beaucoup plus la transformation au niveau de matières premières. Parce qu'on ne peut plus, je l'ai dit, on allait importer les choses. On ne savait pas qu'un jour, la voie va être fermée. On ne pensait que chaque jour, on peut se lever pour aller en Chine et qu'amener les machines pour venir transformer. Ou alors, c'est des matières premières. Maintenant, à un moment donné, on dit que non, c'est fini, les frontières sont fermées. Maintenant, est-ce que cette crise vous a amené en tant qu'acteur à réfléchir, à opérer la crise, une transformation? Nous a amené à dire que nous devons grandir. On doit balayer notre maison. On doit reconstruire, revoir les toits pour ne pas dire à chaque fois s'il pleut, je peux aller rester chez mon voisin. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne pourra même plus sortir. Il faut que nous puissions développer notre politique agricole propre à nous. Même s'il faille recommencer, quelque part, c'est très important. On peut recommencer si vous savez que la voie que vous avez prise, vous pouvez recommencer, il faut recréer votre modèle, votre label. Là, lorsqu'on le crée, on ne le crée pas par rapport au rythme des autres, mais on le crée par rapport à notre rythme. Tôt ou tard, les gens viendront, la terre va tourner jusqu'à ce qu'on viendra nous retrouver. Parce que si on est toujours dépendant, à un moment donné, on ne pourra plus sortir pour aller chez les autres. Et là, on mourra. Donc ça, c'est la crise qui nous a amené à dire que finalement, elle est mauvaise. Nous prions. Et quelque part, elle nous a appris à dire que restez chez vous, réfléchissez, grandissez, soyez autonomes, indépendants. Sinon, un jour viendra, il y aura une autre crise que je ne souhaite pas, où vous ne pourrez même pas penser à mettre votre nez dehors avant que ça ne soit trop tard. Donc, ce sera tout pour échange aujourd'hui. Merci Laurent pour d'être passé sur ce plateau. Vous êtes consultant agricole, spécialiste en agro-business. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À bientôt sur Nous d'info.